Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Écocomplexe. La chaîne Écocomplexe, c'est cet espace qu'on a créé pour vous, pour nous. Un espace où on va parler, on va traiter, on va assumer la complexité, mais on va aborder cette complexité dans la plus grande simplicité. Simplicité de forme d'abord, vous voyez, on est comme dans un salon, on est habillé comme on est habillé à peu près tous les jours. Donc imaginons qu'on est ensemble dans un méta-salon. Et ensemble, on va échanger, on va discuter sur ces enjeux de la complexité socio-environnementale. Finalement, on va peut-être résumer ça aux grands enjeux de la transition écologique. Et au fur et à mesure des émissions, on va aborder les grandes questions que pose cette transition écologique. C'est en tout cas ce qu'on a fait depuis des années au sein de notre groupe, de notre initiative Écocomplexe. Et aujourd'hui, on propose de revenir au départ de notre initiative lorsqu'on s'est posé ces grandes questions sur la transition et pourquoi cette transition n'avance pas aussi vite, où sont les blocages, où sont les freins et quelles sont les questions auxquelles on n'a peut-être pas forcément bien répondu jusqu'à présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va démarrer sur cette fameuse transition écologique. On va essayer de la décomposer. Et dans notre groupe, dans notre initiative, on est rapidement arrivé à l'idée que cette transition écologique, elle repose sur un premier pilier qui est la transition énergétique. Je pense que c'est encore plus d'actualité, sans doute qu'à l'époque, il y a 6 ans qu'on a démarré. On a un contexte international qui nous ramène à cette question de transition énergétique. On pourrait dire qu'il nous ramène à cette question de l'énergie. Alors, quand on arrive à la question de l'énergie, on s'est dit dès le départ que ce n'est pas une affaire simplement d'écologues, c'est avant tout une affaire de spécialistes de l'énergie, et les spécialistes de l'énergie, ce sont avant tout les physiciens qui ont été les premiers à vraiment étudier ce que c'est que l'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé à mon collègue et ami et au cofondateur de l'initiative Écocomplexe d'être parmi nous. Et pour une fois, ça sera cet ami-là qui sera interviewé, qui va échanger. Et c'est avec lui qu'on va vraiment commencer à décortiquer cette notion de transition énergétique. Donc je vous présente Jean-Marc Layet. Jean-Marc, si tu veux dire 2 mots pour te présenter, s'il te plaît. Oui, alors bonjour également à toutes et à tous. Donc comme a dit mon collègue et ami Thierry Tatoni, je suis physicien, je travaille dans un laboratoire à Aix-Marseille Université et je m'intéresse aux problèmes énergétiques, plus particulièrement dans mon métier de tous les jours, dans le domaine de ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire contrôlée, ce qui m'a forcé à réfléchir sur l'ensemble des problèmes énergétiques depuis, on va dire, le néolithique, donc ça fait un certain nombre d'années. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, on verra les questions que me posera mon collègue, mais je pense que l'évolution de ce qu'on appelle l'énergie depuis le néolithique est quelque chose qui est extrêmement important pour qu'on comprenne où est-ce qu'on en est actuellement, où est-ce qu'en est l'humanité avec l'énergie et l'utilisation de l'énergie. Voilà. Okay. Juste on précise pour ne perdre personne dès le départ, le néolithique c'est à peu près moins de 10 000 ans, c'est-à-dire marqué par l'époque où les humains ont commencé à maîtriser l'outil, ont commencé à défricher et à passer dans un régime d'agriculture et d'élevage. Voilà, quand on est passé du statut de chasseur-cueilleur, dont je dirais quelques mots, jusqu'à maintenant, et le néolithique, on a commencé à avoir des villages, de l'agriculture, et à avoir effectivement une des premières transitions énergétiques sur laquelle je reviendrai. Et déjà à l'époque, on parlait d'énergie. Est-ce que la question énergétique se posait déjà? Alors, elle ne devait pas se poser comme ça. La première fois où elle s'est posée, à ma connaissance, hein, c'est dans la mythologie grecque où Prométhée a donné le feu à l'humanité en le volant aux dieux. Donc il y a toute une histoire de mythologie, mais on voit bien que la notion, donc le feu, c'est une espèce de métaphore de l'énergie, et donc le fait que l'humanité dispose du feu était quelque chose d'extrêmement important dans le développement de l'humanité. Mais l'énergie, en tant que concept physique, ça s'est passé au XVIIIe siècle. Hein. Mais ça veut dire que le feu, c'est l'énergie? Euh, Métaphoriquement, je vais dire que oui. Et dans la réalité, finalement? Dans la réalité, oui, la chaleur est une forme d'énergie sur laquelle on pourra revenir dans l'histoire de la conceptualisation de l'énergie. Ok. Alors maintenant,
actuellement, on a cette question de transition énergétique. Pour faire court, il faut qu'on se sorte des énergies fossiles. Au départ, c'était surtout pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Je ne suis pas physicien, mais ça fait longtemps que j'ai bien compris que lorsqu'on brûle un combustible, et notamment un combustible de type énergie fossile, ça dégage du gaz carbonique. Le gaz carbonique accentue l'effet de serre. Donc ça, c'est le point de départ de la préoccupation de la nécessité de se dégager des énergies fossiles. On s'aperçoit actuellement que il y a aussi un enjeu quelque part presque géostratégique, sociopolitique, de se sortir aussi des énergies fossiles. Donc la transition énergétique, est-ce qu'on peut résumer la transition énergétique au fait de juste, entre guillemets, se sortir des énergies fossiles? C'est un petit peu plus complexe. Ça me rassure. Et Voilà. ça m'inquiète à la fois. Et c'est aussi à la fois inquiétant. Je voudrais revenir un peu sur l'historique, parce qu'avant d'arriver là, pourquoi ces énergies fossiles ont complètement bouleversé le développement de l'humanité? C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et il y a eu une concordance entre le développement, on va dire, des sciences physiques et de la compréhension de ce qu'était l'énergie, des différents principes de ce qu'on appelle les principes de la thermodynamique, et puis cette découverte, entre guillemets, de combustibles fossiles, le charbon d'abord, puis le pétrole, qui ont complètement révolutionné l'ensemble. Donc on va dire la concomitance, pas vraiment de la concomitance, mais la corrélation entre le développement de la science et de la compréhension et de la conceptualisation de l'énergie, et puis cette découverte des combustibles fossiles. Voilà. C'est vraiment là que, donc ça c'est aux alentours des années 1850, c'est-à-dire... Combustible fossile, c'est d'abord le charbon. D'abord le charbon. Après pétrole et gaz. Après le pétrole. Le pétrole c'est magique, quoi. Ça se transporte dans une bouteille. C'est extraordinaire. Le charbon, c'est un petit peu plus compliqué. Le pétrole a vraiment donné une accélération à l'humanité, mais on pourra en discuter. Pourquoi? Alors, le principe du pétrole, pourquoi c'est si fabuleux? C'est fabuleux parce que... alors, d'abord, je vais revenir un petit peu plus avant. Qu'est-ce que l'énergie initialement, on va dire au niveau du néolithique, servait principalement à se chauffer, donc la chaleur, pouvoir se chauffer, commencer à faire de l'agriculture, la traction animale, et donc il faut voir qu'il y a eu pratiquement un facteur 10 entre l'énergie dont disposaient les chasseurs-cueilleurs et l'énergie dont disposaient les hommes du néolithique. Et par la suite, donc il y a eu une progression, mais pas tant que ça, pendant les différents siècles. On a eu on a commencé vraiment à avoir une conceptualisation de l'énergie et de l'équivalence entre la chaleur et le travail mécanique, et c'est ça qui a tout fait basculer. À un moment donné, on a, avec l'utilisation de la conceptualisation de la thermodynamique, on a réussi à faire des machines thermiques, donc qui utilisaient au début le charbon et ensuite le pétrole, qui arrivaient à faire du travail mécanique avec des puissances qui étaient plusieurs dizaines de fois celles que pouvait donner un cheval ou un bœuf. Et donc l'humanité a pu disposer de travail mécanique qui ont pu entraîner la déforestation. On pouvait couper des forêts rapidement, enfin, faire des villes. On a disposé de beaucoup d'énergie et on continue à disposer de beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment complètement bouleversé l'humanité. Je pense que c'est important d'en prendre bien conscience. Parce que maintenant, c'est devenu tellement banal, une voiture ou un engin mécanique, c'est tellement banal. Pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, je vous invite à couper un arbre, mort de préférence, le faire à la main, à la hache ou à la scie, puis après le faire à la tronçonneuse. Alors ça paraît très bête comme expérience, mais là, on prend conscience de ce que peut apporter cette énergie mécanique. Sinon, c'est assez facile, vous courez à côté d'une voiture et puis vous voyez qu'est-ce qui gagne, si c'est celui qui est dans la voiture ou si c'est celui qui court à côté. Alors ce sont des expériences toutes simples, qui sont même simplistes pour ne pas dire un petit peu bêtes, mais je pense que
on a oublié à quel point cette énergie fossile nous a donné ce que Jean Covici appelle la notion de Iron Man, mais c'est vraiment important de prendre conscience à quel point on est devenu des super-héros grâce à cette énergie fossile, et c'était important à comprendre pour la suite quand on va parler véritablement de transition énergétique. Donc excusez-moi, je t'ai coupé. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a l'énergie fossile qui est par exemple le charbon ou le pétrole, mais aussi la possibilité de transformer cette énergie primaire, hein, c'est-à-dire le charbon ou pétrole, que l'on peut simplement brûler. Pour le coup, dans ce cas-là, on a de la chaleur, on a un feu, on se chauffe l'hiver. Oui. Mais ce qui a vraiment fait basculer l'humanité, c'est qu'à partir de ce combustible, donc de cette combustion possible, plus d'un principe thermodynamique qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique, on peut fabriquer à partir de deux sources de chaleur, donc la chaleur donnée par la combustion du combustible fossile, et puis la chaleur beaucoup plus ce qu'on appelle en thermodynamique la source froide qui est donnée par l'environnement autour de nous. On peut fabriquer des machines qui transforment cette chaleur en travail mécanique. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ça qui est important, parce que sinon, si le combustible fossile consistait simplement à le brûler pour se chauffer, on n'en serait pas là, et je ne serais pas là, on ne serait pas là en train de vous parler avec tout cet ensemble de techniques autour de nous. Voilà. On n'aurait pas toute cette technologie qui est directement héritée de cette maîtrise énergétique. Alors du coup, lorsqu'on parle de transition énergétique, ça veut dire se sortir majoritairement des énergies fossiles. Ça veut dire qu'il faut renoncer à tout ça ? Alors, là, on touche vraiment le point essentiel. Il y a plusieurs phénomènes qui s'interpénètrent, qui s'entrecroisent. Disposer de tant d'énergie, la question ne peut pas ne pas se poser. Pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour continuer à déforester ? Est-ce que c'est pour continuer à avoir une action sur la nature aussi violente que celle qu'on a ? Bon, on peut faire ça avec de l'énergie qui dégage très peu de gaz à effet de serre. Hein. C'est pas tout à fait impossible. L'énergie la plus propre, même si ça fait mal de le dire, ça reste peut-être parmi les énergies les plus propres. En tout cas, il y a l'énergie nucléaire. Au niveau de l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. En termes de concentration, c'est clair. Parce que si vous prenez un barrage hydroélectrique, où on peut dire qu'il y a un impact de gaz à effet de serre qui est très très faible, ça marche aussi, mais ça occupe, pour disposer de la même énergie, on a beaucoup plus de surface. Mais comment on transforme l'énergie nucléaire en énergie mécanique ? Parce que on a besoin, moi j'ai besoin de faire marcher ma tronçonneuse. Oui. Donc du coup, je vais mettre une batterie derrière. Ah ben, si on utilise de l'énergie nucléaire, oui. On est obligé de passer par les batteries. Avec l'énergie nucléaire, on ne peut pas mettre un petit morceau de plutonium ou d'uranium dans sa... Comme on met de l'essence ou du pétrole dans sa tronçonneuse, et le faire marcher. Ça marchera pas. Donc, d'un retour vers le futur, la DeLorean, c'est pas possible encore. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est un peu dommage. Dans une première approche. Mais alors, donc moi je reviens à ma transition énergétique. Donc la solution, nous l'avons. Il suffit de tout nucléariser, on va dire. Et à ce moment-là, on peut vivre comme avant, simplement en passant par des batteries. Alors là, on se retrouve sur un autre problème, c'est le problème de l'extraction, parce qu'on a besoin de beaucoup de minéraux pour faire les batteries, d'uranium. Alors on va me dire oui, mais peut-être que la fusion thermonucléaire, alors la fusion thermonucléaire c'est encore un autre problème dont je vous ai parlé au début et qui fait partie d'une partie de mon activité scientifique. Mais je pense que le problème, il faut le prendre un petit peu différemment. Il ne s'agit pas uniquement de la transition, selon moi, énergétique, est fortement corrélée à ce qu'on appelle une transition écologique. Donc il faut vraiment voir le rapport qu'il y a entre les deux, et il ne s'agit pas simplement de passer au tout électrique, que ce soit photovoltaïque, en gardant le même impact sur la nature. Est-ce que c'est possible déjà de passer au tout électrique, de remplacer tout notre parc automobile par des voitures électriques ? Quelles seraient les conséquences ? Alors les conséquences, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais peut-être dans une autre émission, on pourra faire venir des gens qui sont vraiment des géophysiciens et qui ont les ordres de grandeur en tête, mais
il me semble il faudrait actuellement, pour pouvoir avoir une électrification raisonnable, il faudrait extraire autant de cuivre que ce qui a été extrait depuis le début des mines de cuivre. Ah oui. Donc, Ce qui pose quand même un petit problème. Voilà. Parce que le rendement sur une mine de cuivre, c'est un peu, c'est pas top quand même. C'est pas top. Alors, pareil, j'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais il faut extraire beaucoup de cailloux pour arriver à avoir du cuivre. Ouais. Oh, d'accord. Alors, du coup, cette transition énergétique, parce que on a l'impression qu'en ce moment, c'est assez facile, on parle de tout électriser, mais tout de suite, lorsque on raisonne à peine un petit peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'on ne peut pas envisager la transition énergétique simplement en passant d'une énergie à une autre. Parce que pour être ce qu'on n'a jamais fait, ce qui n'a jamais été fait finalement. Pour être totalement complet, l'énergie nucléaire, bien sûr, ça paraît parmi les énergies les plus propres, ne serait-ce qu'au niveau de l'émission de CO2. En revanche, il y a d'autres inconvénients. Ah oui, il y a évidemment d'autres inconvénients. Je pense que ce serait bien de les citer, parce que sinon on va nous dire qu'on est des pro-nucléaires. On n'est pas des anti, mais pas forcément. À un moment donné, il faut voir les choses en face. Il y a effectivement un gros problème de déchets nucléaires qui peuvent être résolus en partie, encore faut-il mettre des moyens scientifiques, en réutilisant le combustible qui a été utilisé lors d'un premier type de centrale nucléaire pour les utiliser dans un deuxième type. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la technique et de la technologie des centrales nucléaires, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais évidemment, à un moment donné, il y aura des déchets qu'il faut traiter, qu'il faut enfouir. On voit bien les problèmes que ça peut poser. Alors, du coup, le nucléaire pose des problèmes. On ne parle pas des risques, parce que pour l'instant, le risque d'accident, on va dire, du moins en France, est assez bien contrôlé, suivi. Il faudrait que ça reste comme ça en matière de sécurité. Mais si nous allons au-delà, si on explore les autres possibilités de sources énergétiques, on est obligé de venir aussi un petit peu sur les fameuses énergies renouvelables, les énergies naturelles renouvelables. Et je sais que, pour avoir échangé avec toi depuis longtemps là-dessus, déjà la notion d'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui, toi, en tant que physicien, te fait tiquer quelque part. Ça me tracasse, oui. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et pourquoi l'utilisation de mots comme renouvelable ou production d'énergie, quelque part, est un frein à ce que on a déjà discuté assez souvent, essayer d'aller vers un changement de paradigme. Alors, je vais m'expliquer. On apprend aux élèves de, on va dire, licence 3, qui font de la physique, on leur apprend que l'énergie se conserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer d'énergie. Et on ne peut pas créer d'énergie. C'est comme ça. C'est un principe qui n'a jamais été mis en défaut. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Ça, c'est vraiment le premier principe. On ne peut pas créer de l'énergie. On ne peut que la dégrader. Et la dégrader, ça arrive sur un autre principe de la thermodynamique qui, jusqu'à présent, n'a jamais vraiment été mis en défaut. C'est le deuxième principe de la thermodynamique avec la notion d'entropie. Alors, entropie, ENTROPIE, et non pas l'entropie au sens de l'humain, de l'effet anthropique. Et cette entropie correspond à une dégradation de l'énergie, alors sur laquelle il faudrait revenir peut-être dans une émission un petit peu plus pointue, on va dire. Peut-être pas la plus rigolote, mais incontournable. Rigolote pour moi quand même. Voilà. Ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend pour qui. Mais cette notion d'entropie et de dégradation d'énergie montre que finalement, les énergies ne peuvent pas être renouvelables. Elles ne peuvent que se dégrader. Alors vous allez me dire, et l'énergie solaire, l'énergie solaire, si on a une vision globale, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie qui arrive du soleil, c'est ce qu'on appelle une énergie de flux, contrairement à une énergie de stock. L'énergie de stock, c'est par exemple le pétrole, le charbon, pour des énergies fossiles. L'uranium, ce n'est pas une énergie fossile, c'est une énergie minérale, hein, c'est pas un fossile. L'énergie de flux, ça peut être l'énergie solaire, ça peut être l'énergie éolienne, qui n'est rien d'autre qu'un sous-produit de l'énergie solaire, parce que la Terre, elle est baignée par le soleil. Oui, j'ai entendu ça récemment. Ça fait bizarre, mais oui, j'ai compris. Voilà.
Si j'ai compris, je pense qu'on peut tous comprendre. Quand même. Et voilà, et donc ça, donc il ne peut pas y avoir d'énergie renouvelable. Il y a de l'énergie de flux. Et ça, c'est extrêmement important. Et juste pour bien Oui. te reposer, est-ce qu'on pourrait presque dire que l'attraction animale, on est sur de l'énergie solaire aussi, quelque part? Parce que l'énergie nous vient de l'animal puise son énergie dans ce qu'il mange, comme tout un chacun, et la plupart des animaux qu'on utilise à l'attraction animale, ce sont des herbivores, et l'énergie accumulée par les végétaux est issue de l'énergie solaire. On peut résumer ça comme ça. On peut résumer ça comme ça. C'est aussi important, je pense, pour la suite, pour les réflexions à venir, rappeler que quelque part, c'est cette énergie de flux, cette énergie solaire qui, au départ, nous anime tous. Voilà, et qui fait des réactions comme par exemple le stockage sous forme de sucre dans les plantes, qui est la synthèse chlorophyllienne. C'est quelque chose qui est, c'est pas renouvelable, c'est le flux solaire qui fait ça et qui stocke l'énergie via des réactions chimiques. Voilà. Et ça, je pense que c'est. Mais alors, c'est important. Vous allez me dire, oui, mais finalement, le Soleil, il est par rapport à notre échelle, à notre temps de vie, même de le temps de vie de l'humanité. Si vous regardez une échelle, à partir de quand il va commencer à vraiment être, devenir, se transformer en géante rouge. Enfin, il y a tout que j'ai pas en tête. Normalement, ça finit en supernova. Voilà. Mais là, pour le coup... J'avais appris qu'à in fine, ça devenait un trou noir. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. En tout cas, on sera mort, quoi. Oui, je pense. pour faire vite, non, mais je plaisante à peine. C'est vrai qu'on peut dire, oui, mais finalement, est-ce que c'est grave de l'appeler énergie renouvelable? Je pense que c'est grave d'un point de vue sémantique et philosophique, parce que ça laisse penser qu'on peut créer de l'énergie. D'ailleurs, on entend très souvent dans des médias normaux, on va dire, on va pouvoir créer de l'énergie. Alors, on peut créer de l'énergie électrique à partir d'une énergie primaire. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais on crée cette énergie électrique en dégradant l'énergie primaire. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. On ne peut que dégrader, à partir d'une énergie primaire, on ne peut que dégrader et créer l'entropie. Mais quelque part, si nous revenons sur ces énergies de flux, comme tu les appelles, finalement, est-ce que la vraie transition, ça serait de revenir à ces énergies de flux? Alors, je ne sais pas si c'est une transition, une régression, il y a un côté plus philosophique à aborder, mais est-ce que finalement, on pourrait se dire, bien, on n'a qu'à se caler sur ce qu'on appelle faussement, mais on va les appeler comme ça, les énergies renouvelables. Ben, si on s'appuie sur les énergies renouvelables, c'est peut-être ça la transition, puisqu'on redevient dans un cycle plus naturel. Hélas. Mais est-ce que c'est possible? Mais non, mais quand je dis hélas, c'est pas si simple. Parce que il faut si on veut l'énergie solaire, par exemple faire de l'électricité avec l'énergie solaire, il faut des panneaux photovoltaïques, il faut donc des fonderies pour faire du silicium à partir du sable. Voilà. Et donc il y a tout un mécanisme qui fait que voilà. Et si on veut les recycler ces panneaux, c'est encore il faut encore de l'énergie. Voilà. Donc on commence à. Alors finalement. J'allais dire pour les éoliennes, c'est pareil. Alors je sais que après les discussions qu'on a pu avoir à Fos, il y a un grand projet de faire de la sidérurgie à partir d'électricité. À partir de l'hydrogène. Mais pour faire de l'hydrogène, il faut électrolyser. Il faut électrolyser, donc il faut de l'électricité. Et l'électricité, pour l'instant, dans le projet de Fos, elle vient des centrales nucléaires. Voilà. Mais il faut les accompagner. Il faut la transporter, cette énergie. Parce que c'est compliqué de faire une centrale nucléaire sur Fos. Et c'est ça on rentre aussi dans le cœur de problème qu'on reverra ensemble. C'est-à-dire, cette transition, elle a un prix. Elle a un prix écologique aussi, bizarrement, et elle a un prix sociétal. Finalement, dans tout ça, le prix économique, paradoxalement, c'est pas forcément le plus important. Mais les enjeux sociétaux et écologiques sont quand même des enjeux très sérieux, parce que tout simplement, charrier de l'énergie à ce niveau-là, ça demande des lignes à très haute tension. Et par exemple du cuivre ou ça demande beaucoup métaux. De matériel. Ouais. Et il se trouve que par exemple sur Fos, Fos a pris la mauvaise habitude de se situer au bout de la Crau et au bout de la Camargue. Donc, on voit les problèmes que ça va poser, que ça pose. Et pourtant, il faut décarboner. C'est ce qu'on appelle la complexité, c'est ce qu'on essaye d'aborder humblement, on va dire, mais avec nos moyens dans EcoComplex. Mais alors pour conclure, parce qu'il va falloir commencer à conclure cette première phase, la transition énergétique pour toi c'est quoi alors? Ça correspondrait à quoi? Parce que là tu nous as à peu près tout démonté.
Oui. Et c'est souvent quand on rentre dans le fond des choses, on s'aperçoit que c'est pas si simple qu'on veut bien le croire. Lorsqu'on fait appel à des spécialistes et qu'on tire les fils, on s'aperçoit que les situations sont beaucoup plus complexes qu'on aurait pu penser. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à l'immobilisme? On s'assoit et on dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on peut envisager une autre façon de penser, d'entrevoir le problème. On peut s'engager sur ce fameux changement de paradigme. Et est-ce qu'on peut, à notre niveau, commencer à redéfinir ce qu'on attendrait de la transition énergétique? Toi, par exemple, en tant que physicien, on va dire, par rapport à nous, tu es spécialiste de l'énergie, comment, pour toi, qu'est-ce que tu mettrais derrière cette notion de transition énergétique? Alors, en termes de transition, avec des constantes de... Alors, j'emploie souvent un vocabulaire de physicien, je suis désolé, avec un temps qui n'est pas forcément un temps bien défini, mais qui est raisonnable par rapport à l'échelle de l'humanité, on n'aura plus de combustibles fossiles, tels qu'on les connaît, charbon ou pétrole. Voilà. Si on continue comme ça. Même, de toute façon, même ça s'épuisera, même si on freine la consommation. À un moment donné, voilà, c'est des grandeurs finies qui vont s'épuiser. L'énergie, alors après, il faut regarder le temps, effectivement. L'énergie solaire ne s'épuisera pas à notre échelle de vie humaine. Par contre, fabriquer les dispositifs, qui sont créateurs d'entropie d'ailleurs, des dispositifs pour fabriquer de l'électricité à partir de l'énergie solaire, ça nécessite de l'énergie aussi pour fabriquer des appareils, etc. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment faire de la sidérurgie ou de la métallurgie tout électrique. Si vous avez ça risque de demander pas mal de temps. Oui, je voulais dire, oui, je pense que l'utilisation, alors premièrement, l'utilisation de ce que j'ai commencé à dire sur la sémantique, les mots qui recouvrent l'énergie comme énergie renouvelable, création d'énergie, je pense que c'est un frein au changement de paradigme que, pour ma part, alors là je me mouille, je quitte un peu mon chapeau de physicien, je me mouille en disant ça, je pense qu'on ne peut pas s'affranchir d'un changement de paradigme si on veut conserver une Terre réellement habitable. Mais tout est discutable, évidemment. Donc, changement de paradigme, c'est-à-dire changer de cadre, de modèle de pensée. De modèle de pensée. Alors, par exemple, la politique de l'offre entraîne une productivité toujours plus grande pour offrir toujours plus, consommer plus, etc. Mais là, on voyait que je quitte mon... non seulement tu quittes, mais ceci dit, on est au bord je pourrais presque dire d'un gouffre, d'une abîme, parce que quand tu dis ça, tu vas à l'encontre de tout ce qu'on entend dans les médias en matière comment se sortir de la crise. Produisons plus. Si on produit plus, on va encore plus s'enfoncer dans la crise. Oui. C'est embêtant. Oui. C'est embêtant, oui. Mais ça peut être important, ça peut être là que... Donc, mais là, effectivement, pas tout le monde, voilà, là, je me mouille... C'est effectivement Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ne rentres pas dans ce positionnement qui est in fine politique, finalement. Tu ne rentres pas par un positionnement, on va dire, militantisme ou quoi que ce soit, tu y rentres par un positionnement scientifique. Tu abordes la question, par exemple, de la transition énergétique avec des outils scientifiques, des outils conceptuels, méthodologiques de la physique, et quand tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, tu arrives à ce constat que les schémas de pensée actuels qui sous-tendent nos formes de développement, je le dis de manière plus soft, ne sont pas compatibles avec toute forme de transition et même de durabilité de nos systèmes socio-écologiques. Oui, je suis d'accord avec ça. On peut le dire de manière plus simple, ça ne va pas le faire. On peut dire ça comme ça, oui. Et je voudrais rajouter aussi, c'est que très souvent, on met en avant le réchauffement climatique pour entre guillemets, justifier la transition énergétique, mais l'utilisation d'une grande quantité d'énergie, on le passe sous silence. C'est-à-dire, pourquoi tant d'énergie? Peut-on imaginer un monde avec moins d'utilisation d'énergie et donc moins d'impact anthropique, alors pour le coup, ANT? On peut conclure. On peut poser les questions, on va s'arrêter en posant les grandes questions. Pourquoi a-t-on toujours besoin d'autant de détruire? Et pourquoi
sommes-nous toujours embarqués dans une sorte de stratégie, de politique ou de non-stratégie qui est aussi extractiviste, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut penser un monde qui soit, comme tu l'as dit, moins destructeur et qui puise moins de ressources dites naturelles? C'est l'objet, vraiment, c'est notre questionnement de fond au niveau de l'initiative éco-complexe. Encore une fois, on le répète, en dehors de toute forme de militantisme, simplement des scientifiques qui mélangent, qui regroupent leurs approches, qui échangent autour de leur art pour arriver à essayer de voir ensemble, trouver des solutions s'il y en a. Un chercheur pense toujours qu'il y a des solutions, donc des solutions il y en a, mais avant d'arriver à ces solutions, on pense que c'est fondamental d'arriver à bien comprendre la donnée du problème. Je crois que c'est un élément de base. On ne peut pas résoudre un problème si on n'a pas l'énoncé du problème. On ne peut pas résoudre une équation si on n'a pas les éléments de l'équation. Donc là, nous, ce qu'on va faire dans les prochaines émissions, et ce qu'on fait depuis des années dans Éco-Complexe, c'est d'abord rassembler les éléments de l'équation, et au fur et à mesure qu'on rassemble les éléments de l'équation, ensemble, on va voir comment on peut arriver à la résoudre. Alors, il y a une notion dont on n'a pas parlé là, pendant cette discussion, sur laquelle je voulais arriver dans la notion de changement de paradigme, c'est la notion de sobriété, c'est-à-dire à un moment donné... C'est vrai que c'est un mot, on peut pas, ça aurait été dommage de passer l'émission. On ne peut pas, voilà, et moi j'ai envie de dire de sobriété joyeuse. Oui. Oui, mais bon, ça c'est... Ça a été déjà dit. Mais... ben, oui. Mais on ne peut pas le passer sous silence l'idée qu'on ne peut pas continuer à utiliser autant d'énergie si on veut que la Terre continue à rester habitable. Alors plutôt que sobriété, parce qu'au niveau planétaire, la grosse majorité des populations humaines sont déjà dans une forte sobriété. Et c'est une minorité dont on fait partie qui ne s'inscrit pas du tout dans un comportement sobre. Et qui utilise une quantité d'énergie qui n'a rien à voir avec ce que... Alors c'est pour ça qu'on y reviendra. Moi perso, de plus en plus, je préfère adopter la notion de renoncement. Renoncement, alors le renoncement, ne pas le voir avec un aspect négatif, mais il faut que petit à petit on s'inscrive dans une forme de renoncement, renoncer à quelque chose, mais pour autre chose. Donc il faut renoncer à cette démarche qui, passez-moi l'expression, qui flingue les ressources naturelles et qui met en péril forcément, pas la survie de l'humanité, mais en tout cas une bonne partie du confort et du bien-être des êtres humains sur Terre. Et est-ce qu'on peut arriver à renoncer à ces éléments destructeurs pour aller vers des modes de vie qui sont beaucoup plus respectueux des processus naturels, on va dire, d'une gestion plus rationnelle et plus respectueuse des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut se conclure là-dessus avec cette ambition-là? Oui. Donc, on renonce à pour autre chose. Toi, tu préfères renoncement que sobriété? Je préfère. Est-ce qu'on peut faire de la... Oui, mais bon, c'est un débat qu'il faudra poursuivre peut-être autour de ces deux notions. Pas seulement parce que j'ai encore envie de continuer à boire des coups, mais on peut aussi renoncer, par exemple, à du vin qui ne soit pas bio pour du vin qui soit bio, par exemple. C'est cette façon. On va sur cette parole hautement philosophique. On va vous remercier d'avoir tenu le coup, d'avoir écouté jusque-là. Et surtout, on vous donne rendez-vous sur les prochaines émissions où on va sans arrêt explorer ces renoncements et les voies alternatives qu'on pourrait prendre pour on espère, pour une planète qui se porte mieux et surtout pour une humanité qui soit quelque part plus épanouie. Merci à tous et merci beaucoup Jean-Marc. Merci à tous.